Bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux et puis merci à la médiathèque de nous accueillir comme à chaque fois, c'est toujours un grand plaisir. Donc oui, c'est ce que je disais en aparté tout à l'heure, la sélection elle va porter sur des titres plutôt récents qui ont moins de 2 ans de parution, des titres adultes. J'ai pas mis de BD jeunesse dedans. Alors adultes, j'entends dedans, il y a des titres qu'on peut proposer aux ados à partir d'une quinzaine d'années quand même. Et puis c'est pareil, on en assume le côté complètement subjectif, c'est des coups de cœur, quoi, voilà, tout simplement. Donc juste avant de commencer, rapidement, comment dire, la place du rayon histoire dans la librairie, elle est toujours aussi importante qu'il y a quelques années. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis libraire. Et il y a toujours une production continuelle et assez conséquente de BD à caractère historique. Néanmoins, le contenu et le public ont tendance à évoluer. Désormais, dans ce rayon histoire, on y met... alors, il y a non seulement ce qui continue, la perception de l'histoire à travers les grandes dates, les grands hommes. Tout à l'heure, on nous en montrait un exemple avec un titre sorti chez Glénat concernant la biographie de Churchill. Donc voilà, ça fait partie de la BD historique classique, on va dire, qui continue à être produite. Mais on a aussi, et c'est peut-être plus là-dessus que je vais insister, vous présentez des titres, une version de l'histoire plus, comment dire, plus sociale peut-être, plus politique, ou en tout cas une version de l'histoire avec un grand H à travers des personnages qui, eux, sont inconnus ou alors qui peuvent être fictifs, quoi. Voilà. Alors, rapidement, je vais commencer par 2 titres d'une nouvelle collection. C'est une collection qui a été initiée par un grand scénariste, c'est pareil, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Chris, avec un K, donc qui en est le co-directeur de collection. Cette collection qui va concerner donc des faits historiques vus à travers des événements sportifs, hein, ou l'inverse, quoi. On va mélanger un petit peu les deux. Alors pour l'ensemble de ces titres, il n'est pas nécessaire d'être un grand passionné ou connaisseur du sport évoqué en question, hein. Voilà, encore une fois, c'est juste un contexte. Et la collection s'appelle Coup de tête, comme c'est précisé en bas. Pour le premier de ces titres, donc ça s'appelle Croque Park. C'est un récit dans lequel on va alterner entre différents temps de l'histoire. Le récit se passe en Irlande. Et ce Croque Park, c'est un stade bien particulier qui avait été conçu pour accueillir un sport qui nous échappe ici, qui est le football gaélique. Espèce de truc un peu bizarre, mais voilà, et en tout cas qui fait partie de la culture irlandaise. Et c'est en fait dans l'enceinte de ce stade, alors c'est pour ça que j'ai pris des notes, parce que les dates, je les retiens très mal. On est en 1920, et ce stade a été le théâtre en fait d'une répression extrêmement sanglante de militants indépendantistes de la part de l'armée britannique. Et il y a eu une sorte de revanche, entre guillemets, en 2007, lors de la Coupe du Monde de rugby, qui a vu s'opposer l'équipe irlandaise et l'équipe anglaise. Alors déjà, en temps normal, il y a eu une espèce d'antagonisme naturel, mais en plus, ce match ayant eu lieu dans ce stade particulier, ça a pris une dimension supplémentaire. Donc à savoir que le stade... Presque chaque pierre qui le constitue, chaque gradin va porter le nom d'une rue dans laquelle il y a eu des martyrs. Enfin, il y a vraiment une charge émotionnelle, historique extrêmement importante. Et voilà, pour différentes raisons, le stade qui accueillait les matchs de rugby dits normaux était en travaux à ce moment-là, en 2007. Et donc, c'est Croke Park qui accueillit cette rencontre. Et donc, on va assister, dans le récit, on va se balader en permanence entre les 2 temps du récit, à la fois en 2007 et à la fois en 1920. Un coup, on se focalise sur la répression et un coup sur le match. Et au fur et à mesure où on avance dans l'histoire, on va voir le match se dérouler avec, encore une fois, cette charge de revanche extrêmement forte, de retour sur l'histoire, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour le... Si juste un petit dernier mot, l'ambiance graphique qu'on voit dans cet album j'ai trouvé parfaitement réussi par Richard Guérino, alors
un auteur qui a fait beaucoup de choses. Sa série la plus connue, ça va être Le Chant d'Estrige dans un autre domaine plus fantastique. Mais là, il a apporté une ambiance, moi, qui me fait penser un peu à la série Peaky Blinders, quoi, dans les tons de couleurs choisis, la façon de cadrer les personnages. On est souvent sur des scènes de foule, ou alors des foules moins importantes, mais on va être très serré par rapport aux personnages. Et voilà, la couverture, effectivement, elle est réussie, quoi. Elle donne envie, tout est donné déjà dans cette première image, quoi. Voilà, super récit qu'on a tous beaucoup apprécié à la librairie, quoi. Et alors le second, voilà, quelques images quelques planches de l'album qui vous donnent justement une idée de l'ambiance graphique générale, quoi. Voilà, ça c'est le second titre, toujours dans cette même collection Coup de tête. Alors là aussi, on reste dans les îles Britanniques, en Angleterre. Et l'histoire là va se dérouler entre 1910 et va s'arrêter, c'est ça, juste au moment de la Première Guerre mondiale, en 1914. Et c'est le récit du combat de ce qu'on appelait donc les suffragettes à l'époque. Donc ces femmes qui se sont battues pour obtenir le droit de vote. Alors il faut savoir que ce droit de vote leur avait été promis, et puis bon, comme par hasard, au dernier moment, on a estimé que c'était peut-être pas utile, nécessaire ou tout ce qu'on veut. Et donc on a eu il y a eu des groupes féministes qui se sont organisés pour revendiquer ce droit. Alors il y a évidemment plusieurs types de groupes avec des façons d'agir différentes, plus ou moins violentes ou pacifistes, etc., ou artistiques, pourquoi pas. Et puis comment dire, la répression policière était d'une telle violence que certaines de ces femmes ont décidé de s'organiser et ont fait appel pour ça. Donc il y a un couple au départ qui avait été formé au Jiu-Jitsu. Donc c'est un art martial qui est plutôt basé sur un peu comme le judo, le fait d'utiliser la force de l'adversaire, sa puissance, son poids contre lui. On n'est pas forcément dans un sport de coups comme le karaté. Et donc ce couple va former plusieurs dizaines de femmes à se servir de Jiu-Jitsu, dans un premier temps pour pouvoir résister aux violences policières qui étaient assez brutales, hein. On a des photos assez trash parfois. Et puis aussi, d'une manière plus large, pour résister à toutes sortes de violences, et notamment au sein du foyer. On a le cas d'un des personnages, une jeune femme qui est régulièrement battue par son mari, et qui, grâce à ça, va réussir à détourner ses coups, à lui briser le poignet, enfin en tout cas protéger sa vie tout simplement, quoi. Et donc voilà, c'est là aussi un superbe récit. La façon, comment dire, l'auteur, le dessinateur a réussi à bien rendre compte du côté dynamique du Jiu-Jitsu, le côté fluide, de la vitesse des coups, etc. Et en parallèle, donc évidemment, tout ce combat pour obtenir le droit de vote. Et donc il faut savoir que l'histoire s'arrête en 1914, là, donc de la bande dessinée, mais le droit de vote n'est toujours pas acquis. Et finalement, c'est l'un des personnages qui, à la fin de l'album, va avoir un côté, une vision, quoi, une prescience, et il va dire oui, mais en fait, ce droit, on va l'acquérir, on va le gagner grâce à la guerre, en quelque sorte. Pendant que tous les hommes vont aller au front, et ben nous, on va les remplacer dans différents postes sociaux, économiques, etc. Et ça sera difficile après de retourner en arrière. Effectivement, c'est qu'à l'issue de la guerre que les femmes ont obtenu le droit de vote. On parlait de Churchill d'ailleurs tout à l'heure. Churchill est un des personnages intéressants de l'histoire, puisqu'à l'époque, il était ministre, je crois, des Finances ou un truc comme ça, et pas présenté comme un gars très sympathique. Quelques scènes de répression, de manifestation. Voilà. Alors là, on va changer d'époque, avancer un petit peu dans le temps. La patrie des frères Werner, c'est le second album de Philippe Collin, le scénariste, avec Goethals. Bon, Goethals en avait fait précédemment.
Philippe Collin, brièvement, peut-être la plupart d'entre vous le connaissent ou l'ont entendu, il est journaliste sur France Inter et anime actuellement une émission sur le sport, mais qui n'est pas une émission de résultats sportifs, c'est plutôt là aussi des portraits de sportifs incroyables, ou à travers le sport, là encore, le fait d'évoquer des moments historiques. Et dans son premier livre, c'était le voyage de Marcel Grob, il y racontait une histoire plus familiale, l'histoire d'un grand-oncle qui avait été un peu un personnage tabou dans la famille, qu'on considérait comme le tonton nazi en quelque sorte, mais qui après enquête s'est avéré être ce qu'on appelle un malgré nous. Et là, dans ce nouvel album, donc on se situe là juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le récit commence, on est à Berlin, alors il faut essayer de visualiser, c'est Berlin en ruine, tout est dévasté, et on a 2 enfants orphelins, juifs, orphelins de guerre, qui errent dans les rues. Ce phénomène était tellement important qu'on a donné un nom, d'ailleurs, je crois, les enfants loups, si je ne dis pas de bêtises, à tous ces gamins orphelins. Et ces enfants, ces 2 frères, vont être recueillis, entre guillemets, par un officier de la Stasi. Et celui-ci va devenir, comment dire, une sorte de père de substitution, en fait, de ces 2 enfants, donc qui vont faire de lui un modèle, etc. Lui va bien s'en servir aussi pour les manipuler, les formater, et en faire des agents donc de la police secrète est-allemande. Et donc ils vont avoir un parcours un petit peu différent. L'un va être envoyé à l'ouest, sous couverture évidemment. Il va devenir logisticien de l'équipe de foot allemande, et l'autre va rester à l'est. Lui aussi va être dans l'ombre de l'équipe de foot allemande, mais est-allemande cette fois-ci, pour laquelle il va être kiné, voilà, il va manipuler d'une autre façon les corps des athlètes. Et leur nouvelle rencontre va se faire à nouveau, donc au moment d'un épisode intéressant de la Coupe du Monde, qui a opposé, c'était la seule fois, l'équipe de l'Allemagne de l'Ouest à l'équipe de l'Allemagne de l'Est. Il n'y avait pas d'enjeu sportif particulier, parce que je crois que les 2 équipes étaient de toute façon sélectionnées pour le match suivant, mais l'enjeu là va se situer à un autre niveau, et surtout donc un niveau politique, quoi. Et encore une fois, là, c'est intéressant, même sans... Voilà, moi, je ne suis pas sportif, encore moins footballeur, mais donc là, ce n'est pas nécessaire de connaître ce sport pour apprécier le livre. On voit par exemple que l'antagonisme entre les 2 blocs va se situer au niveau sportif dans le fait d'avoir chacun des héros différents. À l'ouest, on va plutôt mettre en avant l'attaquant, le solitaire, celui qui franchit les lignes et va marquer son but tout seul. Alors qu'à l'est, le personnage qu'on va glorifier, ça va être le défenseur qui agit collectif, qui arrête l'autre. Donc voilà, en fait, il y a dans ce récit plusieurs antagonismes politiques, sportifs, des façons différentes de se combattre. Et voilà, il y a aussi, donc, encore une fois, tous les enjeux autres que sportifs à travers ce match. La peur pour les Allemands de l'Est de voir les gens fuir et profiter de l'événement pour fuir à l'Ouest, etc. La peur de se voir ridiculisé, enfin, tous ces aspects-là qui vont rajouter de la tension finalement à un match qui n'en avait pas sportivement au départ, quoi. Il y a aussi, là, c'est pareil pour le dessin, des belles ambiances de couleurs de Goethals qui utilise un peu les mêmes procédés que pour Marcel Grob. On a des couleurs assez dominantes par planche, voilà, avec des séquences bien marquées. Et ce côté gris, lavis, un peu crade, correspond bien à l'image qu'on se fait des pays de l'Est aussi. Ouais. Alors là, on arrive à une succession de personnages intéressants et très hauts en couleur. Et la première, là, c'est Violette Maurice. Alors donc là, on retrouve un scénariste dont on aime beaucoup le travail, qui est Chris à nouveau. Alors Violette Maurice, c'est un personnage particulier. Elle a été mariée assez jeune. Elle est issue d'une famille plutôt aisée, d'une branche militaire, une autre plutôt aristocratique. Donc voilà, qui vont lui donner, à la mort de ses parents,
une certaine assise, assurance financière qui vont lui éviter d'avoir à travailler ou autre chose, quoi. Et surtout de pouvoir faire ce qu'elle veut. Elle se marie juste avant-guerre, je crois. Son mari part à la guerre et elle, qui est incapable de rester inactive. Alors il faut s'imaginer cette femme, hein, elle est assez grande, balèze, elle jure comme un charretier, elle fume, enfin voilà. Et se laisse pas faire, lesbienne assumée, donc son mariage était plus une façon, une sorte de couverture, de se conformer aux mœurs de l'époque. Donc comme elle ne peut pas rester inactive, va très vite devenir volontaire, être ambulancière pendant la Première Guerre mondiale, puis estafette, c'est-à-dire qu'elle va porter des missives, des lettres de mission, mais jusque sur le front, hein, donc voilà, elle n'a pas peur du danger. Et elle est connue surtout pour une carrière sportive, mais absolument, on reste un peu dans le sport, effectivement, exceptionnelle, plusieurs records du monde en athlétisme, lancer de poids, javelot, disque, etc. Championne d'Europe, pareil, dans tout un tas de disciplines. Elle a pratiqué la nage en eau libre, où elle a pulvérisé les mecs qui concurraient face à elle. Elle a remporté le bol d'or aussi, enfin voilà, touche à tout, hyper énergique. Et cette femme, en fait, elle a connu une fin tragique, puisqu'elle a été exécutée toute fin de la guerre, en 1944, je crois, en Normandie, par un groupe de résistants normands. Et c'est là où commence le mystère, quoi. Longtemps, il y a eu l'espèce de thèse officielle selon laquelle elle a été exécutée pour collaboration avec l'ennemi. On l'a surnommée même la hyène de la Gestapo, soupçonnée d'avoir torturé de manière horrible, etc. Et donc ce groupe de résistants aurait été piloté, on ne sait pas trop non plus, soit par les services britanniques, soit par les services français. Enfin, il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais surtout, il y a des nouvelles thèses qui commencent à apparaître, notamment celle d'un accident. Elle aurait été prise par erreur pour quelqu'un d'autre, ou ça aurait pu être un crime passionnel déguisé, ou aussi ça aurait pu être parce que sa liberté, sa façon de se comporter, etc., finalement symboliser toute cette espèce de... toute cette frustration masculine alimentée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, donc c'est un personnage un peu dérangeant. Et c'est là où j'en reviens au scénariste, à Chris, connaissant le bonhomme, sachant ce qu'il a déjà fait, ses opinions, on va dire. Je pense qu'il a dû soit mettre la main sur quelque chose, ou en tout cas va nous développer une thèse, a priori dans laquelle Violette Maurice n'était pas la hyène des nazis, comme on l'a surnommée, collaboratrice. Donc à suivre, puisque là pour l'instant il y a 2 albums parus, pas d'idée de la durée totale, quoi. Et voilà, c'est des gens qui vont aller chercher des trucs dans l'histoire. Qui vient de faire Fukushima. Oui, qui avait écrit un truc sur le sous-marin aussi. Ouais. Voilà, donc c'est des auteurs, ils vont aller chercher des petites choses un peu méconnues qui sont emblématiques aussi du moment dans lequel ça se passe, quoi. Et voilà, des personnages toujours très intéressants, quoi. Alors je vous montre quelques planches quand même. Hop. Voilà, ça c'est les photos de l'époque. Et voilà mis en dessin. Alors par contre, la seule interrogation, c'est la durée totale de la série, qui, pour l'instant, on ne sait pas. Et alors là, je vais enchaîner avec un titre qui n'est pas paru, donc j'ai pas de planche à vous montrer, juste la couverture. Ça sera un peu l'ultime album de Hubert, qui nous a quittés malheureusement en début d'année dernière. Et magnifiquement servi par Virginie Augustin. Donc là, il faut me faire confiance sur le dessin. Ah si, j'ai quelques planches, super. Voilà. Il y a un ancrage, moi je trouve, d'une élégance incroyable, enfin, voilà, une mise en scène hyper réussie. Et là encore, un personnage de roman, quoi, complètement fou. Alors, Joe la pirate, Violette Maurice à côté, c'est une naine, quoi. Elle
C'est pareil, il y a un engagement politique aux côtés des Alliés là, pendant la Seconde Guerre mondiale, on est une génération après. Mais elle a tout fait le tour du monde. C'est une vraie là, tous les personnages, alors, à part pour Croke Park et si Judith Suffragette, les personnages sont réels, là, tous les personnages ont existé. Hein. Et en tout cas, le contexte, à chaque fois, est authentique. Quoi. Et elle, donc, oui, elle a existé, elle a fait le tour du monde. Alors, elle aimait aussi beaucoup la vitesse, mais c'était plus les courses de bateau qui la faisaient frémir. Elle a remporté, là encore, de nombreux records. Elle aussi affichait une homosexualité, avait un certain niveau de revenu également. Elle avait accumulé les conquêtes féminines, mais de manière assez incroyable. Quoi. Enfin, voilà, là aussi, un personnage complètement fou. Et c'est apparaître chez Glénat, mais dans les semaines qui viennent. Hein, voilà. Et puis, encore une fois, bah, c'est l'occasion, une dernière fois, de saluer le talent de Hubert et de Virginie Augustin. Quoi. Qui a fait Podum. Voilà, Hubert, ouais, c'est Podum pour l'un de ses titres les plus connus récemment. Alors là, on enchaîne également sur une autre femme, personnage historique intéressante, qui est Charlotte. Alors Charlotte, ça pourrait rappeler un peu Sissi, d'ailleurs on est assez contemporain. Voilà, là il y a 2 volumes parus. La série est prévue en 4 tomes. On y retrouve deux excellents auteurs, hein, Nury, dont on a parlé tout à l'heure, et Mathieu Bonhomme au dessin, qui a fait un travail extraordinaire de dessin. Il y a notamment, j'espère qu'on a un travail tout à fait particulier sur les regards des personnages. Finalement, c'est un peu comme un manga où beaucoup d'émotions là, vont passer par les regards et souvent des gros plans sur les regards des personnages. Alors Charlotte, elle se marie avec, comment il s'appelait, Ferdinand, je crois, archiduc d'Autriche, et va se retrouver au Mexique, parce que c'était la grande aventure mexicaine à l'époque. Il y avait aussi latent le conflit avec Napoléon III. Et très très vite, ce couple en fait, va se retrouver un peu le jouet des enjeux nationaux et internationaux des grandes puissances européennes, malgré eux, quoi. Et elle, qui normalement aurait dû être destinée à juste se taire et rester dans l'ombre et faire la jolie potiche, va finalement prendre de plus en plus d'importance, surtout que son mari est un incapable absolu, stupide. Enfin, vraiment, c'est un crétin. Hein. Non seulement il est coureur de jupons et tout, mais il est incapable d'assumer le pouvoir, de l'exercer correctement, etc. Surtout que le Mexique, bon, on est quand même à quelques kilomètres de l'Europe, donc le temps que les ordres viennent, ils sont un peu livrés à eux-mêmes là-bas. Les populations locales commencent à s'échauffer légèrement. Et elle, en fait, elle est trop en avance sur son temps. Elle prend en pitié, entre guillemets, les populations autochtones, estime que les Indiens font partie de l'histoire du Mexique et doivent avoir une partie intégrante, et en tout cas être égaux des autres citoyens. Elle prend, là encore une fois, position pour les plus pauvres, etc. Et évidemment, ça dérange un peu, quoi. Voilà, donc c'est là encore un personnage intéressant, et puis surtout quand on la compare à son mari, ça fait vraiment deux faces, quoi, d'une même pièce, assez étonnante. Alors, je vous montre quelques planches. Alors là, oui, donc là, je vous ai dit, il y aura 4 tomes, 2 sont parus pour l'instant. On peut faire confiance aux auteurs, ils sont plutôt réguliers. Là, il vient de sortir, Bonhomme va sortir ces jours-ci, de Lucky Luke. Oui, tout à fait, ouais. Qui va être très beau, très très beau. Super Lucky Luke. Les pages que j'ai vues. Chanceux. Alors là, on change de support. C'est comment dire, Boris Bezelin, c'est le local régional de l'étape. C'est un album qui lui tenait beaucoup à cœur. Ça fait des années qu'il y réfléchit, qu'il a commencé à travailler dessus. Voilà, je vous montre des planches. Donc là, on est sur les traces du naufrage des bateaux de la Pérouse, l'Astrolabe et la Boussole, si je me souviens bien.
Donc l'histoire se passe une quarantaine d'années à peu près après le naufrage. Alors il faut savoir qu'à l'époque, les marins avaient avec eux tout un tas de documents quand ils partaient, et notamment ils avaient connaissance des naufrages précédents qui auraient pu se dérouler dans la région. Donc un jour, par hasard, il va, parce que son bateau a besoin de réparation, de refaire le plein d'eau, etc. On se situe dans l'Océanie. Et est tombé par hasard comme ça avec des trocs, avec des tribus locales sur une poignée, qu'on appelle ça, la garde d'une épée. Et tout de suite, il va trouver ça étonnant, les motifs gravés sur cet objet en métal, et y reconnaître une fleur de lys. Et évidemment, il va faire l'association avec le naufrage des bateaux de la Pérouse. Et donc très très vite, c'est quelque chose qui va obséder le personnage, et jusqu'à remonter une autre expédition pour tenter de ramener de nouvelles pièces en fait, permettant de prouver que les naufrages ont bien eu lieu à cet endroit en fait. Alors ce qui est intéressant avec ça, c'est que les personnages là sont là aussi historiques, mais l'auteur s'amuse en fait à combler les creux de l'histoire par des scènes comme celle-ci, des scènes de songe. Et on oscille toujours entre la réalité et l'invention, on ne sait pas trop. Tout ce que raconte le personnage principal, il en est le seul témoin. Donc personne n'est capable de dire s'il a fabule ou pas. Enfin, voilà. On sent que c'est une histoire qui a fini par prendre la tête littéralement au personnage central, donc qui est un capitaine anglais, et qui va ramener jusqu'en France des vestiges retrouvés sur les lieux du naufrage, un canon, une cloche, etc., qui vont permettre d'authentifier le naufrage, quoi. Alors, quelques documents. On peut citer, il y a eu d'autres albums sur le naufrage de la Pérouse, mais voilà, ça c'est le dernier en date. Alors là, on change de type de narration, surtout avec ce récit. Là encore, on est dans un grand récit historique. Alors je vous montrerai, j'ai amené le livre. C'est un gros pavé, hein. Je ne sais pas combien ça fait de pages, mais c'est un dictionnaire assez conséquent. Qui raconte là aussi une histoire vraie. On est à l'époque du conflit entre l'Angleterre et l'Espagne, et il s'agit pour l'Angleterre d'aller porter des coups en fait, un peu par derrière aux possessions espagnoles. Donc on monte une armada avec une petite dizaine de navires. Alors il faut s'imaginer les conditions, là aussi les navires sont très différents. Il y a des vaisseaux qui sont faits pour le combat, d'autres qui sont faits pour le transport. Donc évidemment, ils ne vont pas tous à la même vitesse. Et quand on s'engage dans un tour du monde comme ça, il faut s'attendre, il faut attendre que ceux qui ont des avaries puissent réparer, etc. Enfin, c'était extrêmement compliqué, surtout qu'au moment où l'expédition elle est montée, au départ, il y avait un projet très très ambitieux, et puis au final, le Commodore Hanson se retrouve donc avec 8 navires, une poignée de gars, obligés d'aller récupérer sur les côtes des volontaires forcés pour compléter les rangs soit des soldats, soit des marins. Enfin bon, en gros, une équipe de bras cassés avec lesquels il va devoir traverser le monde. Donc il part d'Angleterre, descend l'océan Atlantique, contourne le sud du continent américain pour remonter après sur les côtes jusqu'en Californie, où là le but donc c'est de porter des coups aux possessions espagnoles et de leur piquer un maximum de choses, tout simplement, et puis d'assurer la position dominante de l'Angleterre sur les mers, quoi. Sauf que voilà, donc encore une fois, les conditions étant ce qu'elles sont, on voit, en fait, il y a beaucoup de séquences où on est dans l'intérieur des navires, on voit les types crever de scorbut, etc. Enfin, c'est absolument épouvantable. Et seule une poignée d'entre eux, voilà, je ne divulgage pas non plus la fin, mais finiront par rentrer en Angleterre, où là, ils vont quand même être couverts de gloire, mais ils ne seront pas nombreux à en profiter, quoi. Et en fait, là, je voulais vous montrer ça, c'est pour la narration qui est utilisée par l'auteur. Il n'y a quasiment pas d'ellipse dans cet ouvrage, c'est aussi pour ça qu'il est aussi épais. On est presque en temps réel, quoi. C'est jour par jour, on avance, alors que dans le livre précédent, Peter Dillon, là, il y avait des grandes ellipses qui étaient proposées. Super boulot là, également de recherche, de documentation,
les planches de BD sont entrecoupées, hein, je ne sais pas si on en a, de cartes d'époque qui ont été retravaillées, retouchées pour les rendre lisibles. Mais voilà, on a l'impression d'assister à un cours de botanique ou d'histoire du 16e. C'est très intéressant pour ça aussi. Alors ben là, je vais passer plus vite. Là, moi aussi, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui vient juste de paraître. Déjà, le dessin de Duchazot, il y a ce côté faussement très tremblé, comme ça pourrait paraître comment dire, approximatif, mais en fait, c'est extrêmement travaillé. Il a un sens aigu de la narration, de la mise en scène. Hein. Et puis, là aussi, c'est un personnage assez incroyable. Peintre, mais qui se fout complètement de la postérité. Il ne peint pas du tout pour ça. Lui, il veut retranscrire l'énergie et la brutalité en fait, du monde et de l'époque dans laquelle il est. On est donc en plein moment de la terreur. Il va fuir Paris et ses violences pour aller se réfugier en province, en campagne. Et ce bonhomme, alors il est intéressant parce qu'il est parfois extrêmement antipathique, vraiment au côté tête de con. Mais attachant aussi, parce que voilà, il ne se laisse pas faire, il va jusqu'au bout de ses idées. Encore une fois, la peinture académique de l'époque et ses canons, il s'en fout complètement. Lui, il veut rendre ce côté brut, violent dans ses tableaux, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines cases sont en fait inspirées par toute la peinture de l'époque. Mais vraiment, c'est magnifique. Duchazot est un excellent dessinateur, peut-être un peu méconnu du grand public, mais vraiment, il mérite qu'on s'y attache. Voilà, ça a l'air de rien, mais c'est hyper maîtrisé dans le dessin. Alors là, on revient un tout petit peu en arrière en termes de chronologie. C'est un livre très récent qui vient juste de sortir. Vous allez voir, les planches sont magnifiques. Tout est fait à l'encre mouillée, hein, à l'aquarelle. Finalement, il a deux ambiances principales de couleurs. Il y a le bleu des uniformes et puis le côté marronasse, finalement, des steppes russes sous la boue. Donc, en fait, c'est un récit qui se passe pendant la campagne de Russie. Et, enfin, on n'assiste pas à toute la campagne, puisque le personnage principal, donc, c'est un jeune tambour français qui est recruté. Mais en fait, ce gamin, il a une gueule d'ange, quoi. Il est trop beau et même les officiers refusent de l'envoyer au front avec un fusil, donc il est tambour. Alors, ça ne veut pas dire qu'il risque pas sa peau, mais voilà, on fait un petit peu attention à lui, entre guillemets. Et c'est cette gueule d'ange qui va le sauver. Il va passer des fois de main en main, un coup dans les mains des Cosaques, revenir dans le camp français, etc., au gré de la retraite de Russie, hein, puisqu'on assiste à l'arrivée des troupes napoléoniennes jusqu'à Moscou. Et puis au moment où la ville brûle, tout le monde commence à repartir et c'est la débandade. Et là, en fait, lui, il va rester en Russie. Et l'histoire, elle est, comme parfois dans d'autres albums précédents, découpée en deux temps. Il y a l'histoire que le personnage raconte au passé, et puis le moment où il la raconte à son interlocuteur. Et là, son interlocuteur, c'est Tolstoï, qui va, là, on revient à une fiction, hein, s'en inspirer pour faire son roman La guerre et la paix. Alors ça, c'est un titre, concrètement, il est sorti déjà quelques années, mais on vient d'assister à l'édition d'une belle intégrale qui réunit les deux tomes. Là encore, hein, c'est deux excellents auteurs. C'est un récit qui se passe donc au bagne de Cayenne. Le personnage central en est un instituteur qui a été condamné au bagne pour un crime passionnel, si je me souviens bien. Et qui va se retrouver dans ce monde hyper brutal, quoi. Il n'en connaît pas les codes, il va très très vite les découvrir, ne serait-ce que sur le temps de la traversée, être victime d'un viol collectif. Enfin, voilà, ça, tout de suite, on le met dans le bain. Et ce type est quand même intelligent, donc il va comprendre les codes et il va surtout essayer de survivre à tout prix. Alors, cette survie, elle est
au prix encore une fois, de n'importe quelle compromission, peu importe. Lui, il a envie de s'en sortir. Il faut savoir qu'il était vraiment une poignée à ressortir vivant, parce que déjà la peine était extrêmement dure. Et pour ceux qui survivaient à la fin de leur peine, ils devaient encore faire l'équivalent en restant sur place. Donc, quasiment aucune chance de rentrer en Europe. Et en fait, cet album, pour moi, c'est surtout une histoire d'amour entre deux hommes. Notre jeune professeur va être pris sous la tutelle d'un type qui, lui, a beaucoup plus d'expérience dans le crime, etc. Et qu'on appelle dans l'album la bousille. On l'appelle la bousille parce que c'est lui qui est tatoueur pour les autres bagnards. Et ceux la bousille, donc, et lui, vont devenir plus que complices. Ils vont être amoureux l'un de l'autre. Et en fait, c'est grâce à cet amour qu'ils vont réussir l'un et l'autre à survivre dans cet enfer abominable. Donc voilà, derrière, il y a évidemment toute l'intention de dénoncer les conditions d'emprisonnement. Il y a un petit clin d'œil à Papillon. Enfin voilà, c'est un très très beau récit, extrêmement dur, extrêmement violent. Et il y a quand même une distance qui est mise. On n'a pas un dessin qui est hyper réaliste, et heureusement, parce que sinon ça deviendrait outrancier, trop dur. Et voilà, très très beau parcours. Et puis encore une fois, c'est l'amour qui triomphe des pires violences, quoi. Alors. Voilà Paco à son arrivée. Donc il se fait tatouer directement sur le bateau, un grand tatouage avec ce squelette comme ça pour essayer d'en imposer. Et c'est l'époque aussi où, ouais, c'est ça, il y a plein de choses intéressantes. Parmi la population de bagnards, il y avait d'anciens de ce qu'on appelait les biribis, donc des gens qui avaient été envoyés dans des bataillons disciplinaires en Afrique du Nord. D'autres personnes qui étaient, des détenus de droit commun. Et là, on voit l'équilibre qui va se modifier au fur et à mesure de l'album. Au début, ce sont plutôt les Parisiens qui sont en force dans le bagne. Et puis petit à petit, ce sont les Marseillais qui, se faisant coffrer à leur tour, vont se retrouver à leur tour au bagne. Et là, hop, on voit l'équilibre des forces changer. Et avec tout ce que ça peut donner comme enjeu de pouvoir au sein du bagne, quoi. Hop. Alors ça, c'est un titre d'un auteur que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail, Luc Brunswick. Luc Brunswick, c'est un scénariste qui a fait pas mal de choses. Parmi ses albums les plus remarquables, on peut citer Le pouvoir des innocents. Là, il travaille avec Étienne Leroux, là aussi un dessinateur extrêmement efficace, pour une série qui connaît 2 albums pour l'instant. Luc Brunswick, moi j'aime beaucoup parce qu'il a un côté machiavélique, quoi. C'est quelqu'un qui vous emmène exactement où il veut. Il a une gestion des flashbacks parfaitement maîtrisée. Là, l'histoire se déroule, il y a 3 temps essentiels. Tout d'abord, la jeunesse des 2 personnages, donc de ces 2 frangins. Ils sont nés dans le nord de la France, dans les Corons, donc famille juive, de caractères très différents l'un de l'autre. On a l'aîné qui est plutôt grande gueule, roublard, très protecteur vis-à-vis de son frère cadet, et le cadet qui lui est beaucoup plus réservé et très intelligent, se destine à une carrière intellectuelle longue comme ça, mais va être victime d'une injustice en fait. Et on va vite le remettre à sa place, même s'il sort dans les premiers de sa promotion, c'est pas lui qui va en bénéficier. Donc il y a ce premier temps de l'histoire quand ils sont jeunes, un deuxième temps dans les années 30, où les frangins racontent leur histoire à un producteur à New York, et un troisième moment, qui est le moment où la tension est la plus forte, qui se passe pendant la guerre de 40. Et là, évidemment, encore une fois, l'art consommé du suspense de Luc Brunswick, exceptionnel, vraiment. Et on est toujours en tension, on alterne comme ça les moments de tension, les moments de joie. Et puis évidemment, avec derrière, nous, en tant que lecteurs, on connaît, on sait comment ça va se passer, on sait les déportations, etc. Et là, les personnages, eux, ils y vont, quoi, sans savoir. Et là-dessus, ils jouent avec nos nerfs, mais de manière absolument admirable.
Donc là, 2 tomes parus, un 3e annoncé cette année. Aucune idée de la durée totale de la série. On entend parler de 6 ou 7 volumes, a priori. Alors là, on arrive à une période encore un peu plus contemporaine. C'est le dernier livre de Nicolas Barral. Nicolas Barral, il a repris notamment, après Tardy, les Nestor Burma. Et ça, c'est pour la première fois un livre qu'il réalise tout seul, en tant que scénariste et dessinateur. Et lui aussi, c'est un récit, un thème qui lui tenait à cœur. Il y a une histoire familiale, sa compagne est portugaise. Et voilà, il voulait le faire, mais uniquement après s'être beaucoup documenté, en particulier donc, sur cette dictature. Ce n'est pas un livre sur les dictatures en général, mais sur celle du Portugal. Et c'est un livre qui s'inspire en partie d'un roman de Tabucchi, je ne sais pas comment on prononce, qui s'appelle Pereira Prétend. Le roman avait déjà été adapté en bande dessinée par un autre excellent auteur, Pierre-Henri Gaumont. Mais là, Barral en fait une version un peu différente, quoi. C'est une BD qui commence comme un gag, comme un espèce de gros gag à la Disney, avec la mort du dictateur qui s'écroule sur une chaise. Alors on ne sait pas trop, c'était un AVC, je ne sais pas quoi. Mais il y a un côté très, très cartoonesque, en fait. Et puis après, on revient dans le récit. Alors là, le personnage central, c'est un médecin. Il a une 40aine d'années. Et pour lui, la vie se passe plutôt bien. Il est plutôt aisé par rapport au reste de la population. Il mange bien, il cumule les conquêtes, etc. Et puis, surtout, il ne se pose pas de questions par rapport au climat politique qui l'entoure. Alors, il est amené à travailler pour la police politique, enfin, à travailler entre guillemets. Soit il en soigne des membres, ou des fois, on lui demande d'intervenir et de retaper un peu un prisonnier qui a été trop amoché pour pouvoir prolonger l'interrogatoire. Donc voilà, il voit très bien ce qui se passe, mais intellectuellement, il s'en accommode, il ne se pose pas de questions, encore une fois. Et en fait, c'est un petit gamin, une sorte de Gavroche, quoi, qui va être l'élément déclencheur en lui d'une nouvelle conscience politique. Ce médecin avait, dans sa jeunesse, côtoyer des gens plutôt à gauche, puis voilà, finit par oublier tout ça, et puis encore une fois, trouver très, très intéressant le confort dans lequel il était, y compris le confort intellectuel, quoi. Et donc grâce à ce petit Gavroche, hop, ça va à nouveau lui ouvrir les yeux. Et je pense que c'est un livre, en fait, c'est un livre sur l'engagement, quoi, l'engagement politique, l'engagement amoureux, moral, etc. Et voilà, qui questionne chacun, évidemment, avec le... A posteriori, c'est toujours facile de se dire qu'on aurait tous été résistants ou héros, mais en fait, pas forcément. C'est des actes qui demandent extrêmement de courage. Donc voilà, comment on se situe, quoi, par rapport à tout ça. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, un des 2 ou 3 meilleurs bouquins sortis récemment. Vraiment. Il est très, très, très bien fait. Encore une fois, c'est quelque chose qui a maturé longtemps, hein, dans la tête de Nicolas Barral. Et puis voilà, il y a plein de petits éléments, des petites touches qui nous font bien rendre compte de l'atmosphère de ces années-là, de la dictature de Salazar. Les gens, quand ils parlent entre eux, font toujours attention à ne pas être observés. Enfin, il y a tous ces petits éléments-là qui rendent parfaitement réaliste, en fait, l'ambiance, quoi. Voilà, et on lui souhaite, si ça marche très bien, il fera une suite. Alors qui ne parlera pas juste de la fin de la dictature, mais qui devrait être traité plutôt de l'exil, en fait. Donc achetez-le, si vous en voulez d'autres. Et là, c'est vraiment, là, on s'aperçoit que c'est un auteur complet, quoi, vraiment remarquable. Ce bouquin est remarquable. Oui, c'est vrai que c'est un auteur complet parce qu'il est aussi à l'aise dans des récits comme ça, plus dramatiques, enfin sur des thèmes profonds, qu'en humour un peu débile, on va dire. Il a fait une excellente parodie de Blake et Mortimer.
ou de Sherlock Holmes également, avec son compère Pierre Weiss. Donc voilà, c'est un auteur vraiment, vraiment complet, quoi. Voilà, je crois que c'était le dernier titre pour moi. Je suis tout allé un peu speedos. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. J'ai ramené les livres dont je vous ai parlé, donc vous pourrez les consulter tout à l'heure. Je vais les sortir. Je vous remercie.